notre économie. Tant des gens qui parlent banane, canne et autres. Quand on rentre dans le détail d'eux, La subvention. c'est pas une économie, c'est que de la subvention. Et au contraire, on est soumis au fait qu'à intervalles réguliers, l'Europe dise, écoutez, bon, On va peut-être arrêter. Le combat de force là, mais bon, tu vois, donc c'est pas, on peut pas bâtir là-dessus. Ton pays, c'est la Guadeloupe. Par contre, la terre, c'est ton jardin. La définition du fou, c'est quoi? C'est celui qui fait le même mouvement tout en s'attendant à un résultat différent. Si on reste dans l'état de fait où on est là, on va nulle part. On va continuer, on en parlera encore en 2030, 2040, 2050. Je pense que dans le cas de ce projet, en plus 2030 c'est demain, il faut qu'on se mette ensemble, mais de manière constructive. C'est-à-dire que là, il en va de notre développement futur et du développement avec nos enfants. Bienvenue dans cette nouvelle édition, ce nouvel épisode de Guadeloupe 2030. Donc podcast enregistré avec Casapod et puis Intrusive Pictures. Aujourd'hui, donc dans ce nouveau numéro, nouveau profil, entrepreneur cette fois-ci, guadeloupéen toujours, Guadeloupe 2030. L'idée toujours de pouvoir enregistrer et échanger, partager sur des thématiques au niveau de notre territoire. Sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer, qu'est-ce qui fonctionne, montrer des choses justement qui fonctionnent, qu'il y a déjà une communauté existante et qu'il y a en fait tout ce qu'il faut en vrai pour que ça puisse avancer. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai envie de dire la chance de recevoir Rudy Maréchaux. Bonjour. Bonjour Rudy. L'idée, comme j'ai dit pour les fois précédentes, c'est vraiment qu'on puisse découvrir ton parcours, qu'est-ce que tu as pu faire, qu'on échange sur ta vision aussi de la Guadeloupe, aussi bien en Guadeloupe qu'à l'extérieur de la Guadeloupe, puisque tu as cette chance-là de par tes activités et puis de par, tu veux nous expliquer comment les connexions que tu as pu faire à l'extérieur. Et pour introduire un peu, on s'est croisés beaucoup, tu fais partie des gens que j'ai pu croiser beaucoup sur des événements, et en fait on n'avait jamais, j'ai envie de dire, vraiment discuté jusqu'à récemment. Et c'est lorsqu'on est rentré, nous, dans la démarche qu'on avait avec OG, donc Entrepreneurs of Greatness, de mise en place d'un certain nombre d'outils, de fonds d'investissement, etc. On s'est rapproché de beaucoup de personnes pour avoir du feedback. Donc tu as fait partie de ces personnes qui ont répondu positivement pour nous faire du retour. Et c'est aussi là que j'ai découvert plus tes activités, le parcours que tu as pu avoir, et que je trouve intéressant que tu puisses partager ça avec nous. Donc merci d'être là. Et bien, première question, comme je le disais, comme on a fait avec Pierre-Édouard Décimus un peu avant, l'idée c'est discussion très naturelle, spontanée, limite en dessous du manguier dans le jardin. C'est l'esprit qu'on veut entretenir, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de sujet tabou, on n'est pas là pour utiliser des termes très techniques, il faut que ça soit simple, accessible et que justement tout le monde puisse se retrouver dans ton parcours. Donc, est-ce que tu peux, Rudy Maréchaux, qui tu es, j'ai dit guadeloupéen, mais qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et puis après, on va échanger plus largement. Ok, en tout cas, merci pour ton travail et ce que vous faites. Il n'y aura pas trop de formalisme, je te rassure. J'aimerais quand même marquer quelque chose au début. Quand je t'ai rencontré la première fois, je l'ai fait par l'entremise d'un ami frère qui est parti. Et on est un jour très particulier parce que hier, c'était le 6e anniversaire de la mort de Thierry Blas, l'ami frère, et qui t'a vu la première fois et qui nous a dit, voilà, les gars, voilà la relève. Donc, je profite de te le dire. Je ne te l'avais pas encore précisé. Donc, c'est la toute première fois où on a été en contact, mais sans échanger vraiment. Thierry, avec qui on a mis en place, on a été associés sur les entreprises, avec qui on a beaucoup échangé. Les problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés, on l'a été à un autre niveau, donc c'est bien, on en discutera par la suite. Donc, pour dire qui je suis un Guadeloupéen, je fais mes études à Bordeaux, en mathématiques appliquées et informatique, par la suite finance. J'ai terminé il y a longtemps. C'est pour ça que c'était bien que tu mettes Guadeloupe 2030. Toi, mis Guadeloupe 2050, je trouvais On a voulu que ça soit pas trop loin, parce que 2050, effectivement, c'est dans nos têtes, mais après, on parle dans trop de choses conceptuelles et on veut des choses concrètes.
En fait, j'ai commencé, donc, comme je te disais, études à Bordeaux, puis... Dans quel domaine? Dans le domaine des mathématiques appliquées. Ok. Et par la suite, j'ai eu de la chance, j'ai terminé en 90. Et donc, ça vous met un petit peu en lien avec mon Devinez ton âge. J'ai eu une chance inouïe par l'intermédiaire de quelqu'un de la famille, c'est que je me suis retrouvé dans une boîte de finance de bourse allemande qui s'installait à Paris. Donc, je termine un jour, le lendemain matin, il y a un nom qui m'appelle, il y a quelque chose qui devrait correspondre à un temps, et je me retrouve pensant y passer les 2 mois de vacances. Ça s'éternise, 2 boulots en parallèle, je passerai rapidement là-dessus. C'est les 2 seules années, en fait, où j'ai été salarié. Et j'ai voulu tout de suite monter mon entreprise. Petite particularité, je pense que tu échanges en fait là-dessus avec d'autres chefs d'entreprise. Je n'ai pas de référent en fait responsable informatique ou en tout cas secteur privé de ma famille. D'accord. Ce qui a été pas un drame mais pas loin au tout début, puisque tout le monde était un peu étonné, même s'ils connaissaient, j'ai toujours été attiré par un certain nombre de magazines, de livres et autres, sur le choix en fait d'entreprise qui pour beaucoup correspondait en fait à une idée, une lubie en fait sur le moment. Donc, parce que tu avais décidé d'aller sur quel domaine sur cette création d'entreprise? Je voulais être entrepreneur. D'accord. Alors, il m'a fallu un certain temps pour, dans un premier temps, comprendre la définition et après voir l'aspect pratique des choses, la réalité des choses par rapport à l'entrepreneuriat. Et un mot que je répéterai souvent, mais pas obligatoirement une connotation négative, l'entrepreneuriat dans un pays contraint. Je tiens beaucoup à ce terme-là, on discutera par la suite. Et donc, 2 ans après, je vais voir mon employeur de l'époque, je lui dis que je vais créer mon entreprise. Et il me regarde, il me dit, de toute façon, il m'a dit que sur mes tests graphologiques, qu'il avait déjà vu que j'avais un peu un esprit indépendant. D'accord. Je ne croyais pas, mais maintenant, après coup, j'y ai cru. Et j'ai créé mon premier cabinet de conseil sur Paris, qui dans un premier temps consistait en fait à sous-traiter certaines prestations à la boîte dans laquelle j'étais. Donc j'ai mis en avant plus cet aspect finance et informatique en termes de projet. Donc voilà. Et je me retrouve en 95, décidant de rentrer en Guadeloupe. Je venais de me marier, premier mariage, je décide de rentrer en Guadeloupe pour une période, voir le marché et me dire qu'il y a des choses qui sont à développer. Donc j'arrive ici, je commence à... En fait, j'ai pas préparé en amont, il n'y avait pas les outils qui permettaient d'avoir eu... Le seul outil que j'avais à l'époque, c'est l'annuaire du pouvoir, qui était en fait un document qui était publié annuellement, qui présentait les entreprises, les groupes. Mais il y avait pas, c'était pas plus poussé que ça. L'Internet, en tout cas public, n'en était qu'à ses débuts, qu'à ses prémices. Donc, il n'y avait pas LinkedIn et compagnie. Voilà. On arrivait sur place, j'ai pris contact, je fais le tour des collectivités parce que c'est ça qui me paraissait être le plus viable en termes économiques. En tout cas, sur la pensée du moment, plus viable, j'ai un petit sourire, mais ça va repartir. C'est le plus viable pour mettre en place une activité. Donc, je crée mon entreprise et un clin d'œil quand même, c'est qu'il y a 3 personnes qui sont restées des connaissances jusqu'à maintenant, qui ont permis de développer, en fait, avec qui, parce que pour la petite histoire quand même, je suis à Moule. Et j'habite là-bas. Je vois, il y a la médiathèque dont la construction est en cours, presque quasiment terminée. Je vais voir le responsable là-bas, qui était M. Patrick François Julien, et à qui je dis je suis quasiment un expert dans le domaine et que j'aimerais participer à. Il me répond, il me fait confiance sans me connaître. Il ne me parle pas déjà de contrat, parce que là, il n'est pas encore... On ne parle pas de contrat à ce niveau-là, on parle de potentialité. Je commence en fait à travailler sur un certain nombre de choses par rapport à ça. Je pars étudier la Villette, à regarder comment ça se passe au niveau d'eux. Et suite à ça, et grâce à certaines personnes, j'aime bien marquer en fait les personnes qui ont influé. Grâce à lui qui a cru, au bout d'un moment, il me donne un contrat de suivi, conseil en informatique par rapport à sur la commune ou par rapport à ce projet? Par rapport à ce projet-là. J'intégrais d'autres aspects. J'avais pas de problème pour la recherche. Et bon, la réalité aussi, c'est que dans les années 90, l'informatique et les technologies dans les collectivités, c'est quelque chose qui se résumait à très peu
très peu d'outils, très peu de savoir-faire. En tout cas, c'était encore à leur prémisse. C'est balbutiement. C'est la différence par rapport à votre génération. C'est que nous, quand on est arrivé, il y avait un marché qui était beaucoup plus ouvert. Pas ouvert, pas accueillant, mais ouvert. Dans le sens où il y avait des potentialités, il y avait des groupes qui étaient placés, mais il y avait un certain nombre de... Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Et il n'y avait pas cette notion de responsable informatique. Ouais. Il y avait des personnes qui officiaient, je ne vais pas dire le fond de ma pensée parce que vous allez rigoler, il y avait dans certaines collectivités où tu avais quelqu'un qui était responsable des photocopies, qui devenait responsable informatique. Voilà. Donc, j'arrive ici, je suis en lien avec certaines personnes, je parlais de Thierry Blaze, je parlais d'Erika et de Vincent sur Calistat et d'autres personnes. On décide de mettre en place un cycle de conférences. Conférence, c'est un grand mot. Hein, un cycle d'échanges où de manière à appréhender les attentes du marché et voir ce que nous, on pourrait proposer. On a débuté là-dessus dans les années 96-97. Et suite à ma première mission, j'ai eu des contrats un peu on va dire, entre la moitié et 3/4 des collectivités ici. Okay. Donc ça se développait assez rapidement. Mais c'est aussi là où ça se complique. Est-ce que je j'allais dire, parce qu'en termes de développement, même d'équipe, etc., tu es sur des sujets qui sont assez poussés pour l'époque, en tout cas. C'est ça. Avec pas forcément des compétences sur place, j'imagine. C'est ça. Comment vous gérez ça? Petite chose aussi un peu particulière, c'est que je me suis positionné sur notre appel d'offres d'une autre collectivité, sur aussi une médiathèque à numériser. On n'a pas voulu. Et j'ai été sous-traitant de l'entreprise qui a été reçue. Ça m'a arrangé parce que touché encore plus en étant sous-traitant qu'en étant en direct, parce que voilà, c'est une des particularités. Là où tu as raison, c'est vrai, ressources humaines en lien avec des personnes avec qui je travaillais sur l'extérieur, tout était à faire. Par contre, j'avais dans mon entourage, dans les personnes qui sont de la même génération que moi, qui a fait des études de la même période, des personnes comme Thierry Blaze, Anco, qui dans ce domaine-là, à ce moment-là, allaient vraiment très vite. C'est pour revenir encore à Thierry là-dessus. Lui, il était salarié dans une entreprise. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il monte sa boîte. On s'est mis d'accord. On a mis en place une entité qui était l'entreprise C2I en mars 97. Vous avez monté cette société-là ensemble? Oui, okay, à la base, on a monté la société ensemble. En fait, à la base, j'avais 49% de la structure que j'ai revendu 2 ans plus tard à Willy Suard, qui a pris le relais et qui lui-même a revendu à Thierry. Ouais, parce que moi, quand j'ai connu, il me semblait que Thierry était entre guillemets seul actionnaire. Thierry est seul. Mais Thierry, pour venir à lui dans sa gestion, c'est le seul actionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui occupait l'espace, qui était à la fois bon techniquement et qui avait une fibre sociale, ça c'est vraiment très important, qui voulait à tout prix embaucher. Et là, on n'était pas du tout d'accord. Parce que c'est pas le fait d'embaucher quelque chose de positif, mais on est encore dans un pays contraint. Il faut faire un juste équilibre des choses. Le bon moment. Le bon moment, et où s'en retrouver. Et comme tu disais tout à l'heure, tu es dans des domaines d'activité qui requièrent énormément de personnes des fois, des ressources à un niveau où financièrement, il faut mettre sur la table des moyens. Donc tout cela n'allait pas de pair avec la lenteur avec laquelle les choses bougeaient. Okay. Donc entre autres, donc mes cabinets de conseil, des structures à côté. Et comme je te disais tout à l'heure, le point négatif, mais pour moi qui est positif, c'est que je pense être un entrepreneur. Et un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui crée tout le temps. Et ça peut poser problème à certains moments parce qu'on crée souvent plus vite que l'argent ne rentre. Je reconnais. Donc, je visualise très bien. Voilà, et tout au fil des années, maintenant j'assume complètement là-dessus, ce qui fait des rapports quelque peu compliqués avec les banques, avec les organismes de financement, mais même quand vous essayez de discuter avec vous-même en vous disant revoyez cette manière de faire, c'est comme ça. Vous avez besoin de créer, c'est pas la dernière idée qui arrive, qui prédomine, n'en est pas moins que faut mettre en place un modèle perso. Et c'est pas si évident que ça, mais là je sais que je parle à quelqu'un qui connaît. Et c'est très important parce que j'ai beaucoup lu en termes d'autobiographie de créateurs et d'entrepreneurs. Je pense que c'est quelque chose de commun, mais les personnes ne sont pas sur les mêmes marchés. Donc il y a des gens qui sont sur des marchés où les choses se développent vite, ou par leurs produits, ou par le marché lui-même.
Ça leur permet en fait de créer, recréer et mettre en place. C'est intéressant que tu parles du côté marché. J'allais rebondir là-dessus sur les marchés, comme tu l'as bien dit, contraints. Est-ce que c'est des marchés, l'innovation naît de la contrainte, mais malheureusement, entre guillemets, sur des marchés contraints, c'est compliqué de déployer de l'innovation. Est-ce que tu penses qu'il faut que quand on crée justement ces solutions, ces innovations, on reste focalisé sur le marché de départ, où on identifie justement le besoin, ou est-ce qu'on doit en fait tout de suite être dans des schémas où il faut aller chercher ailleurs, en tout cas d'autres clients, d'autres utilisateurs, etc. J'aime bien ta question parce que dans mon cheminement, effectivement, il y a cette partie où on analyse, mais on n'a pas le feedback, on n'a pas le certain nombre d'informations qui nous permettent en fait de savoir quelle direction prendre. Donc maintenant, j'ai ma fille qui termine la dernière année d'HEC Montréal, qui fait de l'entrepreneuriat, à qui je donne des conseils qui vont dans le sens de ce que tu dis. Ça veut dire regarder ce qui se fait ailleurs. C'est pas évident parce que pendant qu'on regarde, maintenant il y a des moyens technologiques, mais il faut aussi aller au contact direct. Ça permet d'appréhender par rapport aux besoins, par rapport à son marché, parce que notre marché est contraint, donc limité. Quand je dis contraint, cette contrainte peut se trouver à la taille, ça peut être lié à la taille, peut être livré en fait aux réponses qu'on a des organismes financiers de tout type, en termes de rapidité d'exécution ou simplement d'exécution. Et compréhension même de ce qu'on veut faire. C'est ça. Parce que dans notre société, quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois donne un retour négatif, alors que c'est pas négatif. Quand vous êtes confronté à des entrepreneurs qui sont en Amérique du Nord, au Canada, pour eux, ça s'appelle entrepreneur. Ça veut dire quelqu'un qui entreprend. Ça veut dire quelqu'un qui, je suis pas en train de remettre en cause quelqu'un qui est mono, hein, mais c'est une qualité. Ouais. Dans certaines zones, c'est un défaut. Parce que ça veut dire qu'on papillonne, alors qu'on ne papillonne pas. C'est qu'on met en place dans notre tête des process pour gérer des choses en parallèle. Mais quand bien même on gérerait les choses en parallèle, il faut à côté avoir des curseurs financiers, curseurs management. À ce point où je suis moins fort. Comment tu anticipes mes questions. Oui. Comment tu t'organises sur ce genre de sujet-là, en fait, justement, quand on fait plusieurs choses en parallèle, voilà, pour l'avoir vécu, surtout quand c'est des secteurs d'activité qui potentiellement, entre guillemets, ont rien à voir entre eux directement, comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que c'est des équipes séparées? Est-ce que c'est toi qui restes quand même en pilotage, mais tu as des outils qui te permettent de gérer ça? Comment ça se passe? Il y a eu plusieurs phases. Il y a déjà, pour les équipes séparées, ils font un interlocuteur. Dans les pays où je me suis planté, ou en tout cas avec lesquels j'ai travaillé, je n'ai jamais travaillé avec des prestataires. J'ai toujours eu un endroit, en fait, avec une entreprise et des salariés. Et pour cette entreprise-là, c'est pas moi qui... je me plaçais surtout pas en responsable. Je prenais quelqu'un du pays qui avait les diplômes requis. D'accord. Et que j'avais... donc c'est pour ça que c'est par la suite que j'ai choisi par LinkedIn dans le maximum des cas. Bon, j'ai un taux de réussite là-dessus, on va dire de 60-70%. C'est déjà bien. Donc, avec d'autres aspects. Mais c'était essentiel pour moi dans le process que ce soit quelqu'un du pays qui soit responsable. Parce que on passe par des équipes qui sont liées à la fois à une technicité, mais aussi à un lieu géographique. Il faut respecter les personnes. Nous, de même, quand on échange par rapport à, quand bien même on est proche de l'associé, du partenaire avec lequel on travaille, il n'en est pas moins que lui, il a l'écoute directe des collaborateurs qui sont dans le lieu. Donc, premier cas, je suis passé, c'était plus rapide en termes de développement par des entreprises qui étaient dans d'autres pays. Je te dirai pourquoi, parce que en fait j'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu une étape Guadeloupe, Martinique, Guyane dans les environs. J'ai eu une deuxième étape qui était caribéenne. Cette deuxième étape caribéenne elle m'a été facilitée par les voyages organisés à l'époque, CCI, Chambre de commerce, région ANCO, où je m'arrangeais pour y être. Je m'arrangeais pour rencontrer des responsables d'autres entreprises ou des personnes que j'avais vues, on m'avait envoyé sur liste à l'époque, pas LinkedIn, c'était vraiment des liens. Et par rapport à ça, après, je faisais des voyages perso où je mettais... Mais c'était pas évident, hein, la Caraïbe, juste après les années 2000, c'était pas le lieu, la priorité par rapport à mon type d'activité.
Parce que Justement, mon noyau... C'était pour quel type d'activité que tu avais ça. ces opportunités-là? Mon noyau, c'est créer des outils numériques et les adapter, en fait, en fonction des prospects et par la suite des clients que j'ai. Ça, c'est mon activité principale. Et j'ai eu des activités connexes et convexes dans lesquelles le centre, c'était cet aspect numérique. C'est-à-dire comment je pouvais mettre en place des outils pour répondre aux besoins de telle activité. Si je fais un grand pas après, en même temps que le numérique, j'ai des activités, maintenant c'est ma fille qui s'en occupe, qui sont liées plus au secteur cosmétique et beauté, et secteur pour lequel le noyau fabriquait des plateformes ou fabrique des outils qui permettent en fait de faciliter le travail. Donc, et pour revenir à ce que tu disais, donc Caraïbes, enfin Dom-Tom, Caraïbes, et par la suite, après les grèves de 2009, je suis allé jusqu'en Chine, à Shenzhen, j'ai rencontré du monde. Là, c'était logique de faire venir du matériel un peu de type borne interactive en faisant développer les outils en fait par mes équipes. Et l'Afrique, à partir de 2012, j'étais associé d'un premier temps avec quelqu'un, mais ça n'a pas bien tourné, on avait des différences de management en fait par rapport à, et j'ai créé après un direct avec des Madagascar, Sénégal, Côte d'Ivoire, voilà, et île Maurice. Donc voilà. Tu as fait allusion à 2009, c'est pas dans le sujet directement. 2009, j'aimerais bien avoir la perception de gens de ta génération, entrepreneurs qui avaient commencé déjà à construire des choses ici. Moi, en 2009, j'étais étudiant toujours. Enfin, j'étais toujours au national, en hexagone. Et pour moi, ça a été un déclencheur il faut que j'accélère les choses pour rentrer au pays, pour construire, pour amener des solutions, etc. Quand on est déjà là et qu'on subit ça, comme nous, par exemple, on a subi, entre guillemets, 2021, alors chacun, je ne remets pas en cause les raisons, les revendications, etc., mais simplement en tant qu'entrepreneur, puisqu'il y a beaucoup de choses que je partage, mais en tant qu'entrepreneur qui a déjà son activité, comment ta génération et toi en particulier, vous avez vécu ça, parce que vous étiez un peu dans le même schéma de je viens, je contribue sur le terrain, enfin je contribue, je viens développer de l'activité, même s'il y a peut-être pas une logique de contribution, mais je viens développer de l'activité ici, et puis je me prends un truc où je suis bloqué tout de suite, ça a des conséquences aussi après, parce que l'économie a pris du temps aussi à redémarrer, même si tu parles plus du côté collectivité, mais j'imagine qu'il y avait quand même un peu de privé un peu ou beaucoup d'ailleurs de privé dans tes clients. Comment toi tu as vécu cette période? En fait, c'était une période clivante en fait. Par rapport à ta question, j'ai très mal vécu 2009. Pourquoi? Parce que des amis proches, très proches, on a eu des formes de dissension, parce que moi en tant que Guadeloupéen, effectivement, la suite de 2009, c'est quelque chose de très positif. Le fait qu'il y ait une forme de rééquilibrage qui se ferait au niveau de la société, qu'on mettrait plus en avant, pour moi, plus en avant l'ensemble des Guadeloupéens. Parce que moi, la Guadeloupe, c'est multiple, c'est tout type c'est des gens qui concourent, en fait, à développer le pays. Et moi, je trouvais que c'était un beau signal pour dire, c'est le moment de travailler ensemble pour le développement. Et certains, comme il n'y a pas si longtemps, ont plus mis en avant, en fait, le fait que reconnaissance de personnes. Je le conçois. Maintenant, économiquement, pour moi, il fallait que ça passe par un travail ensemble. Et je me rappelle, j'étais avec Thierry Blas d'ailleurs, il y avait une réunion au WTC. La fameuse. Et voilà. Et je me rappellerai parce que on arrive à la réunion et on se rend compte que la salle est full, remplie. Et en fait, à l'avant, sur la gauche, il y a des espaces libres. Alors moi, j'y vais, Thierry me dit non, il va rester derrière le poteau, il attend. Et on va là-bas, et on a compris pourquoi les places étaient libres, parce qu'il y avait une caméra fixe de Canal 10 qui était fixée sur cette table-là. Donc, j'ai eu droit à des messages dans un truc d'amis où il dit qu'est-ce que tu fais là? On est à la guerre, au combat, et je leur ai dit je suis pas du tout d'accord. On est effectivement, c'est un moment comme beaucoup d'autres où on échange d'eux, mais toutes les personnes qui sont là, on est chef d'entreprise avant les autres revendications, et qu'il faut qu'on soit là pour mettre en avant, en fait, quand je dis on, je me comprends par rapport aux autres qui m'envoyaient des messages, il faut qu'on soit présent pour pouvoir revendiquer pour la suite un travail pluriel avec d'autres pour le développement de la Guadeloupe. Donc, que toutes les voix sont entendues. C'est ça. Et pour moi, ce que certains ont appelé une victoire, pour moi, c'était pas une victoire. Parce que
déjà sur le plan économique, il y a une crise qui s'en est suivie et cela a poussé à ce que je parte en fait fait voir un peu comment ça se passait à l'international par rapport à, parce que je me suis dit que vu l'ampleur du mouvement, vu les réactions que cela a suscité, vu ce vers quoi on va, alors on s'y est mal pris, les idées étaient bonnes, les perspectives étaient bonnes, mais comme souvent, on a revu encore ça récemment, la suite, c'est pour certains, c'est la chute. Il y a des entreprises qui ont fermé. Donc voilà, j'ai gardé en fait cette période-là un goût un peu amer, tout en me disant et les discussions que j'ai eues avec les amis en question qui m'envoyaient les messages, dont un ami frère, en disant que non, peut-être on a un double travail à faire. On a un travail à faire en tant que citoyen, mais économiquement, comme j'aime à sortir à une amie que j'ai qui revendique souvent, c'est une autre voie en fait. Mais ça fait partie de l'éducation qu'on donne aussi à nos enfants, une éducation économique et autres, et que même si on projette pas sur eux ce qu'on souhaiterait être, parce qu'eux, ils ont une autre réalité, il n'en est pas moins que leur apprendre que l'économie, c'est une voie importante de développement en fait et on a tendance à opposer l'aspect économique à l'aspect, je veux dire, social, sociologique, en fait, ouais, après, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, moins maintenant on a fait un épisode avec Maël Lavenia, historien, oui. Voilà, et, qui était là, je crois, je crois que tu as été à une des rencontres où on a projeté ça, qui expliquait l'évolution, justement, de notre économie en lien avec l'histoire. Et qu'au final, ça a toujours été des économies, en fait, très extractives, avec du grand capitalisme extérieur qui venait capter tout ce qu'il y avait à capter. Et en fait, on reste toujours dans cette vision où il y a les représentants, on va dire, du grand capital qui captent beaucoup et qui ont un faciès, et les autres, voilà, ça a quand même beaucoup évolué depuis. Et mais aujourd'hui, pour faire le lien entre ce côté économie et social et la perception que les uns et les autres ont de tout ça, il y a une partie pour nous qui est importante sur l'aspect un peu identité. Pour toi, c'est quoi? Tu l'as déjà dit, je pense plus qu'à demi-mot, mais pour toi, c'est quoi en fait être un Guadeloupéen? Et derrière, ce Guadeloupéen, comment il doit se projeter justement ta vision dans le côté économique, etc. Parce que ça en fait partie. Pour moi, être Guadeloupéen, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui d'abord aime son pays, effectivement est rattaché par ses propres racines à ce pays-là, mais pour moi, ce Guadeloupéen-là n'a pas un visage, il n'a pas une couleur. Et je pense que de mon point de vue, cet aspect économique va nous permettre dans nos liens, en tout cas pour certains, d'autres se positionnent sur d'autres aspects, mais va nous permettre de préparer nos enfants, quand bien même ils seraient sur l'extérieur et qu'ils développeraient à l'extérieur, de garder en tête que leur base est ici. Donc, je te donnais le cas de ma fille. Ma fille Gaëlle, on discute énormément et on a beaucoup voyagé ensemble. Et là, elle rentre dans un aspect entrepreneurial et je lui dis, ton pays, c'est la Guadeloupe. Par contre, la terre, c'est ton jardin. Ça veut dire que, étant au Nord-Amérique, elle a une vision elle veut en faire de le global. Je lui dis qu'il y a des choses à faire, à développer, ou même s'il s'avérait que tu gagnerais suffisamment d'argent, investir aussi dans des choses qui seraient ici. Mais à aucun moment ne te restreint en te disant, il faut que ce soit enfermé dans. Parce que je pense que, pour aller dans le sens de ta question, si on reste dans notre analyse sur le fait d'être enfermé dans le pays, on n'y arrivera pas. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, au fil des années de l'histoire, il y a eu un tel gouffre entre différentes personnes et différentes populations ici que on peut pas résoudre ça en restant Guadeloupéen ou Guadeloupéen à l'intérieur. Non. Il faut qu'on ait une ouverture sur l'extérieur, il faut qu'on se développe, il faut qu'on revienne, il faut je vois le cas, lorsque tu vois le classement des fortunes sur Challenge professionnel, Thierry Déo qui est martiniquais, quand on voit le développement, on se dit maintenant, il y a quelques années, quelqu'un a dit, mais c'est une histoire, le fait de penser que tel, non. Il a choisi une direction qu'il a développée, comme bien même ses fortunes professionnelles, donc ça dit ce que ça. N'en est pas moins que quand on voit l'évolution,
voir que des choses sont possibles. Tout un chacun dans ton groupe OG, dans les développements potentiels, dans les entreprises dans lesquelles il faut qu'on s'agrippe à ça. C'est, pour moi, je vais aller plus loin, c'est la seule possibilité qu'après, on soit au même niveau de discussion. Parce que, et on a des discussions passionnées. Je vois un petit clin d'œil à Mona, qui est une bonne amie. Je lui dis tout le temps, voilà mes idées, je suis sous la voie à côté, mais je pense que ça permettra en fait de régler un certain nombre de problèmes, sinon ça va perdurer pour moi. Donc selon toi, pour bien comprendre, en fait on est un peu obligé de faire hors de, si on veut se retrouver à l'intérieur, mais pour faire hors de, il faut quand même aussi avoir les moyens, un réseau, une éducation, comme tu disais aussi, puisque tu en as parlé. Qu'est-ce qu'on a à faire pour que ce déclic-là soit activé et qu'en fait, on soit pas obligé d'avoir ce déclic que quand, entre guillemets, on est forcé. Parce que tu vois, tu as parlé de ton cas 2009. Il y a des gens qu'on connaît, voilà, de nos générations 2021, même si, voilà, ça n'a pas forcément été simple parce que ça a suivi Covid, ça s'est enchaîné sur beaucoup de choses. Même nous, aujourd'hui, dans EOG, on a des opportunités à l'extérieur, mais on veut quand même faire ici. Et en fait, on est beaucoup aujourd'hui de nos générations d'entrepreneurs à être dans cette espèce de déchirement en fait, si je veux aller ailleurs, je suis obligé presque d'arrêter ici. Et si je pars, en vrai, pourquoi je reviens? Parce que c'est beaucoup plus simple. Alors, est-ce que c'est simple dans les faits ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est plus simple à vivre. Parce qu'on n'a pas ce sentiment de tout est là et je connais les gens et je sais ce qu'ils peuvent faire et ils font pas. Parce que à l'extérieur, on considère qu'on n'est pas forcément, j'ai pas envie de dire qu'on n'est pas le bienvenu, mais qu'en tout cas, on sait moins, si j'ai envie de dire, tout le potentiel qu'il y a parce qu'on connaît moins tout le monde. Et quand je dis connaît moins tout le monde, c'est pas dans le sens amis, etc., hein, mais on connaît moins bien les personnes parce que c'est pas forcément notre communauté. Comment on arrive à ce que ça soit quelque chose de naturel, de dire ben je suis ici, mais en fait je me projette dans le monde. Comment tu perçois ça? En fait, je vais partir d'une de mes erreurs parce que moi au départ j'ai un côté un peu individualiste, donc j'ai attaqué un certain nombre de choses en étant seul alors qu'il fallait être accompagné. C'est-à-dire que le fait d'être accompagné permet d'aller déjà plus loin je reviens bien sur le fait que c'est vital, en tout cas pour une partie de la population, surtout l'entrepreneur, de regarder à l'extérieur et de se développer. Il y a des outils maintenant qui facilitent grandement ce type de choses et je vais être très direct avec toi, ça va passer par un déchirement obligatoirement. Puisque quand tu commences, alors à part si tu commences, que tu as la formation, que tu as les sous, que tu as tout un certain nombre de paramètres qu'on retrouve très rarement dans la même personne, il te faut avoir des personnes en lien, il te faut te déplacer à l'extérieur, il te faut maintenir, ça coûte de l'argent. Nous sommes dans un pays contraint et ne serait-ce que pour notre activité de base, c'est compliqué pour le suivi de nos projets par rapport à. Il y a des cas de personnes qui développent quand elles restent sûres. Moi, je reviens encore vers toi là-dessus. Quand on discute avec toi, je te dis entrepreneur parce que je pense qu'on parle le même langage. Donc, on a des projets qu'on veut mettre en place. On veut se donner les moyens de mettre en place les ressources pour ces projets-là. Ça implique de se déplacer, de voir, d'échanger. Il faut miser avant de recevoir. Je vois ton studio, c'est un investissement. C'est un équipement, mais c'est un investissement. Oui. On arrive là aujourd'hui, on est assis, on est content de ça, mais c'est passé par un certain nombre d'étapes financières, pratico-pratiques, managériales et tout. Exact. Et c'est pareil. Il faut on est obligé de passer par là. Tu parlais tout à l'heure du Covid. Moi, je considère que c'est le deuxième choc après 2009. Ouais. Avec un choc on est en 2024. Qui est toujours là. Parce que dans le cas de 2009, en fait, c'était pas trop 2009 qui était le problème, mais on l'a ressenti vers 2011, 2012, 2013, parce que nous, en Guadeloupe, on reçoit les choses en différé.
Quand bien même le problème avait lieu en fait en 2009 et les grèves avec tout, mais c'est quelque chose qui était déjà lié à toute la crise en fait internationale. C'est exactement ce que Maël soulignait là-bas, où il nous disait qu'en fait 2009 c'est simplement un alignement de choses, mais que c'est une conséquence de la crise globale. Mais nous ça tape fort parce que il y a la crise globale qui est présente, on se retrouve avec des inégalités qui existent déjà, comme tu dis, des aspects identitaires qui ressortent. Tout ça donne un coefficient beaucoup plus important. On est dans un système économique qui est très particulier. Ça porte d'économique que le nom, parce qu'on a une forte proportion en fait d'entreprises qui sont là, mais qui sont des entreprises fantômes, qui n'existent pas vraiment ou qui subsistent parce que le responsable veut se donne du travail. Notre variable d'ajustement, c'est souvent les charges à payer. Voilà, on m'arrive sous certaines boîtes, je sais que je veux développer telle autre structure, il y a telle chose à payer à côté, je dis mais non, il faut que je développe l'autre structure. Parce que dans ma tête, au fond, je me dis toujours, oui, mais c'est en développant cette structure conditionnelle que je devrais obtenir un niveau de truc, et je vais pas laisser passer cette partie-là parce qu'il y a des charges à payer. Et ça, c'est qu'un des aspects. On met ce qu'on a créé sur une espèce de pente glissante avec nos maisons, nos kiosques, parce qu'on est entrepreneur. Mais quand j'analyse après coup, je me dis qu'il n'y a pas d'autre manière de faire les choses en fait, puisque on est dans un pays, dans une zone où il y a un certain nombre de choses à revoir en termes. J'appuie bien sur le terme financement, le terme subvention. Parce que on a quelque chose de peu particulier, c'est que on est une île, par contre, où il y a énormément de subventions présentes. Exact. Mais quand on décompose, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, quand on décompose la réalité de l'utilisation, on est complètement à côté de la plaque. Et le mécanisme est tel que les petits ne peuvent pas en profiter. J'appelle petits, entre guillemets, c'est pas, donc quelqu'un qui voit les chiffres, dit, mais vous êtes riche. Et chaque année, on nous dit, il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. On sait pas comment l'utiliser. Il y a pas assez de projets. C'est ça. Donc, pour moi, il faut revoir le mode opératoire. Il faut, les instances qui concourent à mettre en place et à suivre devaient beaucoup plus s'intégrer d'entrepreneurs, avec une analyse franche, de soi-même par rapport à, il y a des choses qui sont difficilement applicables. Première règle de base, une subvention, vous êtes subventionnaire de 70%, il y a 30% que vous devez emmener, mais vous êtes entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez mis en place un projet, ou pensez mettre en place ce projet, il y a un process, et à côté de ça, vous n'avez pas le X% qui permettent en fait de développer. Alors que ce projet-là, a priori, pourrait créer des emplois pour la zone. Donc, il y a un problème. Je pense qu'il faut commencer par analyser et aider à la mise en place d'outils et d'accompagnement pour cette partie-là. Ouais, ben c'est sur ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvé à échanger beaucoup par rapport à ce qu'on fait avec OG, la partie fonds d'investissement, accélérateur, Venture Studio, où en fait on s'est rendu compte justement, ce que tu décris, on a des gens de qualité. Il y a des entrepreneurs qui sont très bons techniciens, qui ont une vision de marché, de secteur, qui savent ce qu'il faut faire, mais qui le plus souvent ont pas le patrimoine, ou enfin ont pas les ressources, ou le réseau qui leur permet d'accéder aux ressources. Et mécaniquement, en fait, tout cet argent qui est là, qui est à disposition théoriquement pour des projets comme ceux-là, on va avoir des acteurs comme BPI France qui vont dire c'est 1 pour 1. Donc, si c'est un projet à 200 000 euros, je peux mettre 100 000, mais il faut m'amener 100 000. La personne qui a pas 100 000, au final, elle fait pas le projet. Des acteurs qui peuvent financer plus, comme les fonds européens, la région, pareil, si c'est 100 000 qu'il faut sur le projet, ils peuvent mettre 70, 80 000. Mais il faut les 20 000, 30 000. Et aujourd'hui, il y a quasiment pas d'interlocuteur sur nos territoires pour dire je viens dans une démarche qui soit pas prédatrice, je viens financer et je vais avoir un retour. Et là, c'est même pas forcément le travail des banques, bien que, mais voilà, c'est plus du travail d'investisseurs privés. Et il y a, enfin, investisseurs privés, de gens qui sont capables de placer de l'argent, même de l'épargne sur des projets comme ça. Et
j'ai participé à une réunion il y a pas très longtemps à l'initiative d'une commission de la région avec des gens de la société civile sur la partie justement fonds propres. Et ils expliquaient dans le cadre de cette réunion, je crois, l'épargne globale des Guadeloupéens, je crois que c'est 4 milliards et demi d'euros qui sont là sur des comptes ou dans des placements, mais 4 milliards et demi d'euros, et qu'en fait, lorsqu'on regarde dans les faits, vu qu'il n'y a pas les outils pour, il y a 0 euros qui vont en vrai dans l'économie réelle, dont l'immobilier, on sait faire. Là, il n'y a pas de souci, on va faire des gîtes, des machins, etc. Ou sinon, on va même investir dans l'immobilier ailleurs, en national, etc. Mais dans l'économie réelle, à part les gens, entrepreneurs eux-mêmes, qui investissent dans leur boîte, ou bien dans leur cercle très proche, on n'a pas cette dynamique. Et on revient encore sur le côté un peu éducation et déclic. Qu'est-ce qui pour toi manque potentiellement pour qu'on essaie? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce qu'on pense qu'on n'est pas capable? Est-ce qu'il y a un sujet de confiance? Moi, je crois qu'il y a un sujet de confiance pour plein de raisons, de par l'histoire et aussi de par des exemples où ça n'a pas forcément fonctionné. C'est quoi ton analyse de ça sur le côté confiance, peur et puis enfin éducation? Et je rebondis par rapport à ce que tu disais sur les étapes de développement. Je repense à une conversation que j'avais eue avec Thierry Blaz au début, puisque c'est lui qui était mon parrain au niveau de Réseau Entreprendre quand j'ai commencé Réseau Entreprendre Guadeloupe. Coucou aussi à Aline au passage, Charles-Hélène. Nous, on lui a présenté All Multickets, Vision, Caraïbes, etc. très rapidement. Et je me rappellerai toujours de ça. Thierry m'a dit, c'est bien gentil ton truc, fais Guadeloupe déjà. Alors qu'il était déjà, lui, dans un développement anti-Guyane, Réunion, qui commençait déjà, je crois, à l'époque où il était déjà là-bas. Il m'a dit, fais ton truc Guadeloupe et ensuite, on verra. Et en fait, moi, de ce que je vis maintenant et de ce que tu décris, en vrai, on devrait se dire tout de suite, allons, en fait, partout et à la limite, même si ça fonctionne pas en Guadeloupe, limite, c'est pas grave, en fait. Donc, je veux bien, sur cet aspect un peu mindset, on a un livre avec, mindset dans son book que j'aime pas à la base. Du tout. J'aime pas les histoires de mindset, coaching, etc. J'aime pas ça. Mais dans cet esprit, dans cet état d'esprit, dans comment en fait on a ce déclic, comment tu perçois les choses sur ça? Je vais te répondre ma femme et ma dernière ont vécu pendant 2 ans en Corée du Sud. Et en fait, ma grande, qui est à Montréal, elle qui termine bientôt, me parlait d'entrepreneuriat. Et à un moment, on avait une discussion. Ma fille me disait, Gaëlle me disait, maman dit que avant de me lancer l'entrepreneuriat, je devrais travailler dans une structure pour voir pouvoir prendre les éléments pour que. Et moi, je dis pas du tout. Je dis que il faut tout de suite plonger. Il faut tout de suite y aller. 1, tu es jeune. 2, tu sais que tu veux être entrepreneur et ne laisse pas passer le truc, puisque il y a une petite logique dans ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la Guadeloupe et le fait par exemple, de revenir État. Tu vas revenir ou tu vas faire quelque chose, tu vas être bien dans un premier temps et tu vas abandonner la première idée. Pas parce qu'elle n'est pas là, hein. C'est parce que tu vas te suffire de choses il faut plonger. Je pense qu'il faut plonger. Et même si ça passe par des moments difficiles, ça fait partie de l'entrepreneuriat en co. Donc pour moi, je pense qu'il faut peut-être, je suis tout à fait d'accord avec toi avec les termes et galvauder, mais il faut prendre les idées qui sont déployées là pour dire comment faire pour pouvoir sauter, passer à l'étape suivante et de s'entourer en fait de personnes qui sont de la même logique que soi, ce qui n'est pas facile par rapport pour arriver à. Tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce qu'il faut, c'est ça, hein, par rapport au marché là pour que. Je pense que il faut dépasser le stade de tous ceux qui sont autour et qui sont remplis d'attitudes positives pour le développement. Il faut casser tout ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai mon ami frère Teddy Bernadotte avec lequel on a de grandes discussions âpres pour cet aspect-là, qui défend son institution, mais qui a aussi une écoute en termes entrepreneurial beaucoup plus poussée sur ça, avec qui on discute en fait des choses qui sont mises à disposition pour l'aspect subvention, on discute d'aspect financement de tout type, dont financement alternatif à mettre en place par rapport à. Et je pense qu'il faut revoir les modes d'accompagnement. On peut pas, pour moi, ce que je veux dire un peu dur,
on peut pas demander à certaines personnes qui ne comprennent pas nos activités. C'est-à-dire que et ce que je dis n'est pas négatif en soi. Moi, il y a certains domaines que je regarde, je me dis ça, je verrai ça comme ça, mais quand la personne qui s'y connaît m'explique, je me rends compte que j'étais pas dans la même voie que. Il y a des éléments que tu n'as pas. Il y a des éléments que je n'ai pas et que c'est nécessaire en fait que il y ait des personnes qui soient là-dedans, qui présentent et qui aident à la mise en place au suivi des outils nécessaires par rapport à ça. Et je pense que le gros manque, c'est ça. Tout à l'heure, quand on a discuté, par exemple, je reviens encore aux subventions, pas parce que c'est pas le seul moyen et j'aimerais qu'on discute tout à l'heure aussi de même du point de vue entrepreneurial, la manière que les gens perçoivent ces subventions, ça aussi c'est négatif. Mais je reviens aux subventions par rapport au-delà des textes, au-delà des formats. Ces formats-là ne s'appliquent pas à un pays contraint. C'est pour moi, c'est ma vision de truc, ça ne s'applique pas à un pays contraint. On peut pas se permettre de prendre des choses qui ont été faites dans le Périgord pour un type d'activité, de récupérer comme faire et juste mettre ici. C'est pas possible. On a des entreprises qui ont, de par leur constitution, leur forme, leur encadrement, le nombre une certaine forme, qui réclament en fait une vision différente. Ce que vous mettez vous présentez au G&Co, c'est un autre modèle, en fait. Et cet autre modèle-là doit être compris. Cet autre modèle-là dit quoi? Dit, on fait ensemble. Ceux qui ne veulent pas comprendre ou qui ne comprennent pas, qui mettent juste l'aspect financier, soit, voilà le retour qui en est. Nous, on sait trouver les personnes qui peuvent mener à bien des projets. Nous sommes transparents par rapport à vous parce que nous vous montrons pendant toutes les étapes, comment les choses avancent. Mais croyez en nous. Problème c'est-à-dire qu'on fait partie d'un groupe, il faut qu'on explique 5 fois plus pour pouvoir se faire entendre, voire comprendre. Croyez en nous, parce que nous pouvons mettre en place des choses, non pas par envie de gain, c'est que nous voulons, en tant qu'entrepreneurs, développer nos entreprises pour pouvoir investir dans nos entreprises, pouvoir embaucher du monde et pouvoir, vous avez énormément d'exemples comme ça, de développement, de création et d'investissement. Donc, je crois vraiment à ça. Et je pense qu'il y a tout ça, en fait, à revoir. Et typiquement, dans l'infrastructure, mais en fait, que tu as décrit rapidement et qu'on met en place, qu'on a mis en place, il y a toute cette logique de connexion avec notre bassin, d'avoir des entités qui sont capables de faire le pont. Et c'est une question que quand tu as parlé du côté Caraïbes, est-ce que tu as eu à créer des nouvelles entités dans le côté Caraïbes, comme par exemple, ou CS pour pouvoir développer plus rapidement? Mais il y a tout ce côté où, comment, en fait, dans notre vision chez AOG, Entrepreneurs of Greatness, de comment on mutualise un certain nombre de choses et le maximum de choses, en vrai, pour que chacun derrière, en fonction de sa zone de génie et ses spécialités, puisse se concentrer sur ça. Et si demain, je suis en Guadeloupe et j'ai besoin d'aller bosser en Jamaïque avec des clients, que j'ai déjà une infrastructure qui fait que je suis pas obligé de me casser la tête à OK, il faut que je crée une structure potentiellement là-bas ou dans la zone économique en question, mais je connais pas d'avocat, je sais pas comment ça se passe, j'ai pas de banque, j'ai pas de machin. Et de simplement avoir à se dire, je dois trouver des clients, j'ai trouvé le client, je me repose sur l'infrastructure en place et ça tourne. Et que ça soit ça dans la Caraïbe, en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, en Europe, peu importe. Et j'ai besoin d'argent, il y a un pool d'investisseurs, on est capable de proposer des projets, si c'est carré, c'est sérieux, c'est accompagné par les bonnes personnes qui suivent et qu'on se concentre justement sur l'exécution et moins la gestion de toutes les contraintes. Et c'est une logique en fait en business unit, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, et c'était moins vrai dans ma génération parce que on avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas disponibles. Donc, il fallait qu'on fasse soi-même. Maintenant, ce que tu dis là peut être on peut mettre en parallèle le réseau d'outils et de personnes pour mener à bien. Et ça, c'est puissant. Et c'est dans la démarche, moi, très franchement, la première fois que j'ai entendu le projet, je dis, ouais, ça a l'air beau comme ça, de Roger, ça a l'air pas mal. Maintenant, bon, faut voir de la réalité. Quand j'ai vu les différents aspects et comment vous avez pensé à cette partie qui est étude, en fait, quasiment business unit par business unit, chaque type de projet présenté et avec une vie propre. Un organisme, une cellule avec une vie propre. Et ça, c'est puissant. Une vie propre, je m'entends, avec un ensemble d'outils autour qui soient en transversal. C'est ça qui est puissant. Le problème, c'est que, le problème, je ne vais pas trop utiliser ce terme, le fait est que
quand les personnes vont reconnaître, les autres qui regardent ne s'attachent pas qu'à l'aspect humain. Ça, c'est un. Et on est aussi dans un système qui est le système français. C'est notre aspect négatif du système français. C'est quand nous, on estime qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a tout réussi de sa vie, qui fait jamais d'erreur. Et dès qu'il fait une première erreur, il est sorti du lot. C'est comme une espèce de marathonien et que voilà, s'il n'a pas continué, alors que pas du tout. Quand on discute et qu'on échange et on travaille avec des entreprises d'Amérique du Nord, du Canada, en co, au contraire, les vies trop lisses, ça passe pas trop parce qu'on se dit, c'est comme un enfant. Il cache quelque chose. Et aussi, comme un enfant. Quand un enfant n'a jamais trébuché, n'a jamais eu de problème, au premier problème rencontré, il veut tomber dans une dépression. Ouais. Donc, c'est nécessaire pour se construire soi, comme construire une entreprise, comme construire un groupe, qu'il y ait en fait des moments où on est un arrêt, on est un blocage, on est une pause, et qu'on réfléchisse et qu'on réanalyse et qu'on mette en place des process. C'est là où on est, le terme que je déteste, c'est résilience, que c'est utilisé à tous les trucs. Mais c'est en fait cette notion-là. On arrive, on a un genou à terre, mais pendant qu'on a le genou à terre, on réfléchit à l'étape suivante, à d'autres types de choses. On n'a pas réussi à rentrer par la porte, on va rentrer par la fenêtre et autres. Mais j'aimerais que notre environnement, en tout cas ici de pays contraints, ait un certain nombre d'outils. Quand je dis outils, c'est pas seulement l'outil d'organisation, de regroupement qui permettent ce développement-là. Parce qu'on perd énormément de projets, de personnes qui ont un potentiel et qui, au bout du compte, sont revenus, y ont cru, repartent. Parce que les choses évoluent. Quand on n'a pas d'enfants, on a des choix plus faciles. Quand les enfants sont là, on a une réflexion double. Moi, ce que j'ai fait avant d'avoir les enfants, j'ai des enfants beaucoup plus tard. Ma première fille a 21 ans, quasiment 21 ans. Et c'est parce qu'à un moment, il me fallait développer et que je me disais, ça risque pas d'être un frein, mais si, une forme de frein quand même. Pour aller dans certaines zones, s'absenter, il faut que la personne avec qui tu es soit assez compréhensive ou elle-même soit entrepreneur, ce qui était mon cas, pour pouvoir permettre ce genre de choses. Ça fait une transition intéressante sur justement la vie d'entrepreneur et les implications que ça a au niveau perso. Quand on est dans un schéma comme ça, tu as un peu commencé à expliquer, mais quand on est dans un schéma comme ça sur différents territoires où mécaniquement, et c'est ce que tu dis et c'est ce que nous on vit aussi maintenant, où il faut pouvoir s'étendre. Tu l'as bien dit, moi c'est un truc que je vis actuellement. J'ai un garçon, j'ai ma femme, etc. En vrai, pour le développement de notre activité, il aurait peut-être fallu que moi je sois ailleurs. Mais après, il y a des choix, famille, machin. Moi, dans ma vision des choses, mon fils, il faut qu'il puisse grandir à proximité de ses grands-parents, etc. Et pas juste les voir deux semaines par an ou même 2 mois par an. Donc, c'est important que je puisse avoir une base ici. Mais ça veut dire que mécaniquement, si je veux développer à l'extérieur au départ de la Guadeloupe en plus, si je veux aller, je sais pas moi, en Californie, je vais pas partir une semaine parce qu'en vrai, je pars une semaine, ça fait que j'ai 3 jours sur place dans les faits, parce que j'ai 2 jours aller, limite 2 jours retour. Voilà, je veux aller en Afrique aujourd'hui, ben pareil, je dois partir en Côte d'Ivoire, faut que j'aille à Paris, je prends une journée à aller à Paris, je prends une journée pour aller à Abidjan, et etc., etc. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de partir sur des trucs assez longs. Quand tu es dans un démarrage de prospection, nouveau territoire, ça te demande d'y aller régulièrement parce qu'il faut créer cette confiance, etc. Comment toi tu as vécu ça, réussi à le faire, et quels conseils tu aurais à donner sur ça? En fait, dans mon cas, je suis reparti de la Guadeloupe une première fois en 1999, parce que bon, j'ai été confronté à un certain nombre de réalités, j'ai eu le changement de ma vie personnelle aussi, et j'ai fait l'international, j'ai bossé sur New York, j'ai bossé à Dublin, et quand ma première fille est née en 2003, avec ma femme qui elle était en salle de marché, on a décidé que ce que tu viens de dire tout à l'heure, on a décidé, on aimerait que nos enfants aient une qualité de vie que l'on avait quand on était enfant, c'est-à-dire se rapprocher de la Guadeloupe. Donc on a décidé de venir, c'était plutôt moi d'ailleurs, elle me l'a rappelé dernièrement. J'ai décidé de dire bon, de temps en temps. Ouais, voilà, combien on va venir 3 ans, le temps que l'enfant il va repasser. On est resté après coup. Et en fait là, tu as tout à fait raison. Ce type de vie ne fonctionne que par un type de couple. C'est-à-dire que il faut que tu aies déjà d'un cas ou de l'autre quelqu'un qui est en face, qui soit plus que compréhensif,
Soit quelqu'un qui comprenne que, parce qu'il n'est pas question de pouvoir développer une entreprise si tu passes une semaine par-ci, une semaine par-là. Les gens qui te disent aussi, oui, je vais avec la personne là-bas, c'est pas possible. Les fois où je me suis éloigné du business en ne venant pas, en n'y allant pas, les retours étaient plutôt funestes. Donc, ça implique que déjà en tant qu'entrepreneur, tu perds une partie au niveau familial. C'est chaud à dire, mais c'est pas évident. Donc, même si y a des outils qui permettent de rester tous les jours en lien, mais tu perds quand même. Et de notre côté, tu peux pas te développer au niveau international si toi tu décides pas que tu passes dans 12 mois, 1 mois et demi, enfin tout regroupé, quelque part, et aller en face dans ton truc de développement. Donc c'est un sacerdoce. Et ceux qui aimeraient entreprendre, mais en même temps qui se disent oui, mais j'aimerais tout le temps, non, c'est pas possible. Pour moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Ça passe par une forme de déchirement, une forme d'éloignement sous certains aspects. Et le côté mode de vie un peu nomade, etc., oui, que les gens ont de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à de l'entrepreneuriat, etc. Et même je reviens au niveau famille. Alors à la limite, c'est peut-être encore moins plus du perso que du général, mais ça servira peut-être à d'autres. Mais tu sais, moi, à un moment, j'ai commencé à regarder. Si je dois bouger régulièrement, moi, c'est très important pour moi ce côté famille de dire, tu as des types d'écoles un peu comme les lycées français où tu peux dire, je vais bouger, je vais aller à droite à gauche, il y a une continuité, etc. J'ai pas vraiment trouvé de solution. Et d'ailleurs, c'est peut-être un business à faire. Oui, effectivement. Je vais te donner le cas de ma petite. Ma grande, elle a, effectivement, je te disais qu'elle est en termine HEC Montréal. Et ma petite, elle a, cette année, 14 ans. Donc, elle est au collège. Il y a 2 ans, en fait, il était question de faire des allers-retours sur le Canada. Oui, la grande. Mais en fait, ma femme, en fait, liée au vaccin qu'elle n'a pas voulu et tout, entre plusieurs cas, choisit la Corée. Pourquoi? Parce que son frère, qui est marié à une Coréenne, qui lui est à Séoul, mais elle veut y aller en indépendant, donc elle y va, décide d'aller à Daegu, qui est à 1h30, en fait, de Séoul en train, et avec ma fille, qui a 12 ans à l'époque, donc qui est au collège. Donc, problème, il faut un collège français, collège français n'existe pas à Daegu, il y en a un à Séoul. Ma gamine en internat, on a fait avec elle. Au début, je lui ai dit, mais non, bébé, tu vas rester avec papa. Elle m'a dit, non, je vais partir, je vais vivre mon expérience. Tu es ça puissant. On a beaucoup voyagé, en fait. On a toujours bougé. Elle était dans un internat. Elle prenait son train tous les vendredis soirs pendant 1h30. Elle rejoignait sa mère à Daegu. Elle passait le dimanche soir, elle revenait. Et je vais te parler très franchement, au bout d'une année, elle passe pendant le mois d'août, et je répète à ma petite, bon là tu rentres en 4e, t'es encore jeune, est-ce que tu veux pas? Elle m'a dit non papa, j'ai des amis à plusieurs trucs et que donc pour répondre à ce que tu es en train de me dire, effectivement il y aura besoin là-dessus parce qu'il y a des besoins en fait d'institutions, mais il y a toujours des solutions, pas évident. Okay. Parce que je me rappelle la remarque en fait de Marianne de la Femme qui me disait que elle a compris ce que c'était les personnes qui attendaient près de la sous-préfecture pour obtenir un titre de séjour et autres. Bon, on a un passeport qui est très fort, un passeport français. Beaucoup de gens critiquent, moi en tout cas au niveau économique, il y a toujours eu un traitement d'exception par rapport au lieu où on est passé. Donc ça réclame une analyse sur son positionnement en tant que Français dans le pays, mais de par ton développement et autres, il faut passer par là, tu rencontres du monde. Elle a fait de l'enseignement pour des entreprises qui veulent s'installer sur la Corée du Sud. C'était très vivifiant. Maintenant, elles sont toutes les deux reparties sur le Canada. Voilà. Donc, de par ce qu'on veut faire, le développement qu'on veut faire, il faut que nous, ça c'est vraiment ma vision personnelle, on puisse à la fois éduquer nos enfants dans cette logique-là, en fait, en termes de développement et le fait d'être ouvert au monde, tout en gardant le fait de venir ici dans notre île. Mais c'est pas évident. Mais je sais pas quel est ton niveau de truc. Toi, je te regarde, j'ai vu, j'ai mes idées, mon mode de pensée par rapport à ta suite, toi. Tu as une suite qui sera internationale. Tu vas, même si tu reviendras de ton pays, quand tu analyses ce que tu as fait, ce que tu fais, les choses rencontrées et autres, tu vas réadapter par rapport à. J'ai vécu la même période aussi, c'est-à-dire que de par mes créations et autres, finances un peu particulières et aussi contraintes. Là, je mets pas ces choses-là en disant c'est la faute aux institutions financières. Non. J'ai une nature d'entrepreneur.
J'ai beaucoup créé. À certains moments, je me disais, quitte à prendre tous les risques possibles, il faut continuer et qu'il fallait faire des choix là-dessus, quoi. Donc, je suis plutôt à dire, si vous en avez envie, si vous sentez que vous en avez les compétences et les attentes, faites-le. Et c'est pas possible ceux qui restent entre les deux vont rester pendant des années entre les deux, mais ils vont pas bouger, ou encore au moment, sont encore plus, y a pas pire quelqu'un qui vient et qui vous dit, j'aurais dû faire, j'ai pas fait, ou voilà. J'avais évité ça. Voilà. Faut y aller. Et t'as l'âge, il y a l'âge pour. Ouais. Il y a l'âge pour. Moi, maintenant, j'ai 58 balais cette année, 58 ans, il faut faire un truc en Alaska et il y a un projet, j'irai. Parce que moi, j'ai aussi le fait que j'ai une famille qui, depuis le début, a été un peu formatée comme ça, c'est quoi, ouverture vers et voilà. Tu parlais du côté prendre des risques et tu disais, toi, tu étais dans une logique à dire, tant qu'à faire, on va jusqu'au bout de la chose. On est dans une période un peu particulière pour beaucoup d'entrepreneurs ici et même ailleurs, hein, où on se pose beaucoup ce type de questions-là. Est-ce qu'il faut pousser encore plus ou est-ce que c'est le moment où, pas envie de dire on arrête, mais où enfin on passe à autre chose, une autre organisation. C'est quoi la ligne pour toi? Alors, je sais pas si tu as eu à la franchir un moment ou pas dans ton expérience, mais à quel moment on se dit bon, on est peut-être allé trop loin et voilà, ou est-ce qu'on se le dit pas et c'est juste qu'à un moment, l'entreprise c'est un être économique ici et l'argent c'est un peu son oxygène. S'il y a plus d'argent, il respire plus, il est mort. Est-ce que toi tu es dans un truc où tu es entre guillemets un peu proactif, j'ai envie de dire, sur ce genre de situation là, ou est-ce que tu es dans un schéma où tu dis de toute façon en fait on va jusqu'au bout et quand il y a plus, de toute façon il y a plus? Moi, je suis dans une période difficile, cet aspect un peu finance. En 2023 est très difficile. Avant de te donner je vais t'expliquer pourquoi. C'est que dans les années autour du Covid, au moment où mes entreprises étaient florissantes, et là où certains, dans les premiers temps du Covid, je voyais des gens sur l'extérieur de grosses entreprises qui ont licencié du jour au lendemain la quasi-totalité de leurs salariés, surtout salariés collaborateurs qui sont dans des zones hors de la France. Moi, dans ces périodes-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit non, je vais garder les salariés et je vais profiter pour créer des outils maison qui me permettront de développer beaucoup plus rapidement le reste par la suite. Et l'histoire m'a montré que, en fait, ces grandes entreprises avaient tout à fait raison, que même si on ne fait pas de manière aussi sèche, il est nécessaire, en fait, Donc, je réponds déjà premièrement à ta question là-dessus. Je suis un peu jusqu'au boutiste, même si je reste réaliste. On est dans un contexte où nos biens personnels sont mis là en tant que garant, en fait, de la suite d'eux. Mais tu connais l'histoire du loup et de l'agneau. L'agneau, il est sur un bateau, il y a l'incendie de côté, il veut partir, et le loup se rend compte qu'il va mourir. Il regarde l'agneau, lui dit, mais prends-moi le bateau avec toi. L'agneau dit, non, je te connais, tu vas me manger. Alors, le loup dit, mais attends, tu as vu dans quelle disposition je suis là? Il y a les flammes, je vais mourir. Bon, l'agneau se dit, bon, allez, tout compte fait, peut-être qu'il a changé. Il le met sur le bateau, il est à peine arrivé au milieu, il se prend un coup dedans, et au moment où il est en train de mourir, il le regarde, il lui dit pourquoi, et le loup lui dit, mais je suis un loup. On est entrepreneur. Et effectivement, on pousse la limite, de plus en plus les limites des choses pour que, effectivement, quand ça va mieux, on va mettre peut-être de côté ses enfants, pour développer, bâtir sa maison. Mais au fond de soi, si on l'est vraiment, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on l'est vraiment, on met en place les voies et moyens pour développer de nouvelles choses. Donc, on pousse de plus en plus loin la frontière qui permet d'eux. Mais le dire comme ça, les personnes vont regarder en disant il y a une forme de folie. Mais parce que pour moi, l'analyse de l'entrepreneuriat et dans le multi-entrepreneuriat, c'est de voir quelque chose, de voir une situation, de transformer ça en quelque chose que l'on développerait pendant qu'on est en train de s'occuper de cette partie-là. On réfléchit aux ressources humaines et matérielles qui seraient nécessaires. Pendant qu'on réfléchit à ça, on se dit mais c'est fou. On pense à tout ça, mais on n'a pas encore les moyens pour mettre en place. Mais à côté de ça, en filigrane derrière, on a notre activité principale qui permet de manger le jour et autre, et on le fait quand même.
En tout cas, les vrais le font quand même. Mon analyse là-dessus, effectivement, j'ai des amis qui ont, depuis le début, ont des activités qui tournent, sont logiques. J'ai un clin d'œil, par exemple, à Vincent et Erika. Je les embête toujours en disant qu'ils ont créé une entreprise à 50-50, Calistat, qui va à l'encontre des logiques de 50-50. Et pourtant, je les ai vus depuis le début. 2 personnalités différentes qui sont complètes, qui mettent en place et qui continuent Donc, aussi bien les thèses sont valables, les antithèses sont valables aussi. Maintenant, il faut pas, pour moi, se renier soi-même, en fait. On pense que ce qu'on fait est bien. Et si ça ne l'est, dans ce qu'on va apporter à nos enfants, on va tirer parti des erreurs qu'on aurait pu commettre, conditionnelles, et leur apporter des choses qui leur permettront, en fait, d'aller plus rapidement et peut-être réussir dans certains aspects où on a fauté, mais je suis aussi, il n'y a pas un millionième de seconde où effectivement je revois les trucs, je me dis sous telle affaire j'avais beaucoup plus d'argent que j'aurais pu faire, mais j'ai toujours mis en avant le développement, même si ça reste en filigrane d'argent, mis en avant le développement de nouveaux projets, parce que j'estime que pour notre zone déjà et pour le développement aussi perso, il faut des personnes comme ça. Il faut qu'on soit pas de manière, je parle bien de choses construites, pas de personnes qui arrivent, allez, on va monter ça. Non, on a un courant d'affaires, business plan, on a une analyse, on a la repensée avec Saint-Erika, on a une étude de marché ou d'autres personnes. Mais voilà, on est dans les conditions de température et de pression qui permettent de faire. Tu disais à prendre des erreurs qu'on a pu faire. Tu as parlé de 2009, on a parlé ensemble de 2009 et de comment ça s'est déroulé après. On a parlé un peu rapidement de Covid 2021. Si on revient sur Guadeloupe 2030, comment tu vois la Guadeloupe dans pas si longtemps que ça, au final? On a parlé au début, on est à 5 ans, on va dire. Comment tu la vois et est-ce que tu penses qu'on est capable, en tant que identité guadeloupéenne, communauté guadeloupéenne, de construire quelque chose qui va être un peu plus inclusif, puisqu'on a ce sujet-là, mais qui est pas propre à la Guadeloupe, mais mais quand on discutait justement avec un de nos invités, Pierre-Édouard Décimus, il disait qu'on a un peu cette spécificité, cette unicité, le côté un peu tout le monde, d'autres auteurs antillais, caribéens, et de pouvoir créer quelque chose de nouveau, même dans la notion de développement économique, etc., parce qu'on est le mélange de beaucoup de choses et du coup lié aussi au social. Comment tu vois cette Guadeloupe de 2030, de ce que je comprends que tu vois intégrée dans le monde, mais en local, comment tu penses que ça se décline? Et pour arriver à cette vision de Guadeloupe 2030, pour toi, il y a quoi à faire aujourd'hui? Pour moi, je vais rebondir par rapport au GEANCO. Je pars du principe, mon postulat de base, c'est que nos pouvoirs publics, tous nos regroupements comprennent que ce mode-là, c'est ce qu'il faut pour se développer. Donc, si on fait une démonstration très rapide, on reste dans le même, la définition du fou, c'est quoi? C'est celui qui fait le même mouvement tout en s'attendant à un résultat différent. Si on reste dans l'état de fait où on est là, on va nulle part. On va continuer, on en parlera encore en 2030, 2040, 2050. Si on se rend compte que il faut qu'on explore d'autres types de choses, dont des regroupements intelligents, avec des apports qu'il faut parler au bon moment et les montants suffisants pour mener à bien des opérations qui permettent le développement en interne, mais aussi le développement vers l'extérieur, 2030 peut-être, même si 2030 c'est demain, peut-être en tout cas dans les années qui viennent, la porte ouverte vers un vrai développement. Pour moi, il n'y a pas 10 000 manières de voir les choses. Il faut qu'on revoie notre schéma de développement parce qu'il n'est pas bon. Perso, les gens vont dire, bon, il est un peu prétentieux, il dit en même temps qu'il arrive de couler une boîte, mais en même temps il veut parler de... Non, on regarde par rapport à la réalité. On est dans un pays où il y a le plus d'entreprises créées. Néanmoins, on est en même temps dans un pays où il y a le plus d'entreprises qui coulent sur leur tel délai. La question à se poser, si on crée et que c'est positif, ça veut dire qu'on a une âme entrepreneuriale, même si dans les créateurs, il y a certains qui créent pour eux, ok. Il n'en est pas moins que quand cette entreprise arrive sur 3 ans, il y a un certain nombre de choses qui sont manquantes pour son développement. Donc,
étant dans un pays où la masse ressources humaines salariées, en tout cas la masse de ressources humaines n'ira pas en augmentant, puisqu'on va dans une zone où on sera plus contraint, tout en ayant une évolution de la population avec beaucoup de jeunes qui sont là. Donc il faut tout revoir. Et pour qu'on puisse tout revoir et pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on mette en place des rassemblements. Pour qu'on puisse mettre en place ces rassemblements qui permettent de développer des projets, il faut que l'on permette aux ressources d'arriver vers les bons projets, qu'on sache comment les analyser. Il faut qu'il y ait un groupe qui se pense sur l'analyse des projets, la manière de les mettre en œuvre. Et tout ça, c'est nécessaire. Il y a pas, pour moi, il y a même pas de choix. Hein. On n'est pas dans est-ce que. C'est où on coule, où on survit. C'est simple. Autre aspect, où tout à l'heure, je t'avais dit que je reviendrai vers toi sur cette partie-là, c'est la logique subvention. Tout le monde parle subvention. Il y a même certains qui mettent les subventions dans leur business plan. Même dans le fonctionnement, alors que l'investissement, souvent. Même cette manière de percevoir ces fonds-là, c'est pas la bonne. Il y a aussi une forme d'éducation à faire, au même titre qu'on éduque nos enfants financièrement, économiquement et autres. Il y a une éducation à faire là-dessus. Mais le mot que je veux dire là, c'est que c'est vital par rapport à notre économie contrainte, que l'on mette ce qu'il faut autour. Par contre, si on met en utilisant les mêmes acteurs qui pour certains ne comprennent pas, les mêmes causes produisent les mêmes moyens produisent les mêmes causes en fait dans ce cas-là. Donc voilà. Quand tu disais le schéma de développement pour toi aujourd'hui est pas bon, lorsqu'on regarde les différents schémas qui sont produits par les grandes institutions, même par l'Europe, etc., on voit des axes tourisme, des axes innovation, la mer, l'agriculture, etc. Donc tout le monde, je pense, est conscient du potentiel. On voit des lignes, il y a de l'argent, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends par schéma? Est-ce que c'est le point où on veut arriver ou est-ce que c'est la méthode, entre guillemets, pour y arriver? C'est la méthode et les outils. Pour moi, sur tous les fonds qu'il y a disponibles, il faut qu'une grosse partie de fonds soit dans un fonds. Qu'on prenne une partie de l'argent, qu'on mette dans quelque chose, on mette autour des personnes qui en assurent pas la gestion, mais qui vérifient que les entrées sont respectées de manière à ce qu'il n'y ait pas des gens qui passent, qui prennent et qui fassent autre chose. Et se servir de ça pour que de nouvelles idées surgissent. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez, par exemple, tu as par exemple un document qui s'appelle le DOMO, que je connais, qui donne tous les axes, les orientations. C'est pas suffisant. Et je peux me dire que une grosse partie, bon, je sens que je me prends un retour par rapport à, c'est très bien, mais on retrouve les mêmes dans d'autres zones. Non, on est une zone contrainte. Et nous avons besoin de laisser une part, en fait, de choses où on dit, on ne sait pas, peut-être qu'il existe quelque chose d'autre. Donc, des fonds qui sont mis quelque part, qui sont utilisés pour de nouvelles idées qui, par la suite, vont être intégrées dans les lignes. C'est ma perception. Ça laisser une certaine flexibilité par rapport aux opportunités, entre guillemets, qui peuvent se présenter, pas forcément être dans un cadre figé. Après, ce cadre figé, il est beaucoup lié à l'univers dans lequel on est, français, européen, etc., et aux règles qu'on est obligé de suivre. Nous, on est obligé de les suivre, c'est vrai. Mais il faut, à cette fois-ci, que les personnes qui vont au devant de l'Europe & Co expliquent notre situation. Nous sommes dans la Caraïbe. Nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents circulaient beaucoup plus facilement que nous dans la Caraïbe. On est dans un bassin où il y a de l'espagnol, de l'anglais, mais aussi des affaires en fait liées à. On a des États-Unis et autres, sans sortir dans les cadres mis en avant par la France. Ça réclame. Alors, c'est un gros travail d'explication par rapport à l'extérieur, parce que vu de l'Europe, on est une île ou des îles qui sont présentes là, qui travaillent en fait avec l'Europe. On ne travaille pas qu'avec l'Europe. Et pour le développement, je pense que tout le monde gagnerait à ce que ces zones-là, c'est pas seulement du maritime dans une zone étrangère, c'est aussi des entreprises qui veulent mettre en place des courants d'investissement et de travail avec la zone. Je vois, nous là, on verra ce que ça donnera, mais on est en train de travailler sur des sujets sur la zone ECS. Pour pouvoir y accéder, on a été obligé de créer une entité dans la zone en question parce qu'aujourd'hui, Guadeloupéen, même si j'ai une entité en Guadeloupe, je peux pas forcément candidater à certaines choses. Et peut-être dernier point, même si moi, comme je dis à chaque fois, on peut parler des heures parce que c'est passionnant. Mais
quand tu dis aujourd'hui, c'est soit on trouve des moyens, on survit, soit on meurt. Moi, c'est un truc que je dis souvent. J'ai l'impression que pour une grande partie des gens, on n'a pas cette conscience de l'urgence. Que en fait, un système qui tourne. Et j'ai écouté c'est pas lié aux Antilles, à la Guadeloupe. C'était un podcast pour le coup aussi, avec des gens en Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général, et qui expliquaient qu'en fait, contrairement à l'Europe par exemple, ou à l'Amérique du Nord, ou à d'autres territoires contraints différemment, plus par rapport aux logiques climatiques, que les populations et les communautés africaines en fait sont dans des logiques d'abondance historiquement. Et ce qui fait que dans la mécanique même de développement économique, n'ont pas le même rythme, n'ont pas forcément les mêmes habitudes et coutumes. Là, je parle historiquement, pas forcément sur les dernières années, et qui expliquait aussi, du coup, le fait que quand tu es dans l'abondance, tu as pas forcément besoin de dire je vais faire quelque chose en urgence, parce qu'il y aura toujours une solution. On va toujours trouver à manger, on va toujours trouver un toit pour tu sais que c'est une des méthodes aussi qui est utilisée pour pouvoir que tu ne te rebelles pas. Et du coup, je faisais le lien avec ici. Et en fait, ici, je suis pas sûr qu'on soit dans cette logique de dire abondance par rapport au côté naturel, même si on s'en rend compte, mais abondance par rapport à la position dans laquelle on est d'un point de vue administratif, la France, l'Europe, où voilà, il y a un cyclone, ben demain, je vais utiliser une expression, mais le papa français sera là et il va envoyer de l'argent. Moi, ça me dérange pas, entre guillemets, d'être dans ce système-là. Je pense qu'il faut qu'on le mette à notre profit. Et au profit aussi, d'ailleurs, de la France et de l'Europe. Je pense qu'on peut être dans un schéma qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais pour moi, ça, en fait, c'est un frein au développement, parce qu'au lieu de faire levier sur ce qui est à dispo, j'ai l'impression, moi, qu'inconsciemment, on est dans un schéma où on se dit, de toute façon, ça sera dispo. Je te donne le cas dans le sens, dans le même cas de figure, même logique. Beaucoup de chefs d'entreprise, surtout en ce moment, ont de grosses difficultés parce qu'il y a une grosse crise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ça ne va pas. Parce qu'on est toujours dans un schéma, de par notre éducation, où il faut dire que ça va, ça ira, parce qu'on se dit que même le fait de dire que ça va, ça ira. Non, il faut trouver des solutions pour pouvoir remédier à. Donc il faut se parler, échanger. Ça c'est un. Deux, notre économie. Tant des gens qui parlent bananes, cannes et autres. Quand on rentre dans le détail d'eux, la subvention. C'est pas une économie, c'est que de la subvention. Et au contraire, on est soumis au fait qu'à intervalles réguliers, l'Europe dise, écoutez, bon, on va peut-être arrêter. Le combat se force là, mais bon, tu vois, donc on peut pas bâtir là-dessus. Il faut qu'on bâtisse sur les choses réelles. Il faut rester positif, mais il faut rester dans la réalité donc, de même, subvention, tout le monde parle du montant des subventions. Personne ne parle de l'utilisation et qui en est faite. Autre aspect, tu parlais tout à l'heure de la Caraïbe. Les seules lignes qu'on entend en fait en échange de par exemple subvention, c'est Interreg, quelque chose de très difficile, qui est très long. Je suis persuadé que tout le monde comprenne, moi le premier, le détail de pouvoir développer en se servant d'eux. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, en fait, ça fait des blocages par rapport à. Et comme tu disais, effectivement, quand bien même depuis ces dernières années, tu parlais d'Afrique de l'Ouest, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on peut, j'allais te dire justement, il faut qu'on parle de l'Afrique. J'ai mis en place, avec une associée en Côte d'Ivoire, une société de domiciliation, qui s'appelle 225 Officinales. Ah, mais je sais, ça m'intéresse. Et le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'était un peu, parce qu'elle y croyait pas trop au départ, parce qu'elle me disait que mais pourquoi une société de domiciliation? On vous dit en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés qui sont en train de s'implanter, c'est juste un bureau, je lui disais non, c'est que vous avez une avance par rapport à nous, je parlais de nous antillais, je lui disais que vous retournez toujours vers votre diaspora. Et je lui disais, la diaspora, elle veut croire, parce que j'avais lu un article quelque part, qui disait qui montrait le montant quand on voyait la diaspora, et je disais c'est faramineux, et je lui disais ça peut être le point d'entrée pour de facilitateurs, pour des personnes qui sont de l'extérieur, qui veulent investir. Et comme il y a en ce moment, il y a pas un retour obligatoirement, mais oui, il y a un retour de beaucoup de la diaspora qui reviennent pour mettre en place. Et je disais, un facilitateur. Deux, demain, quand ces personnes de la diaspora veulent mettre en place ou mettre en place des projets
le fait d'avoir des outils qui soient à disposition, c'est puissant. Donc, on a commencé là-dessus. Bon, il y a une suite un peu particulière parce que il faut vraiment être présent parce que les personnes, à un moment, se disent, quand elles se rendent compte qu'il y a un vrai business là-dessus, leur réaction est un peu différente. Mais c'est ce qu'on nous aussi on doit faire. On a une diaspora qui est forte. On est terre de champions. Mais on n'est pas seulement terre de champions sportifs. On est terre de champions aussi au niveau entrepreneurial. Même si même une petite chose, moi je dis quelqu'un qui vend des snowballs à tel endroit et qui à un moment se dit bon, là c'est ce territoire-là, je commence à le contrôler. J'aimerais faire pareil sur Capesterre en développant ça. J'aimerais demain faire une petite usine qui... Moi, je trouve ça puissant. Ça veut dire qu'on va au-delà d'eux. Il n'y a pas de petites choses. C'est les mises en place, les process qui sont rattachés. Et je trouve que c'est un bon terrain d'analyse de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a des pays qui sont différents. Le Sénégal, depuis 2015, c'est royalement différent de la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire en entier, mais c'est surtout Abidjan et la zone autour, et qui se développe à vitesse grand V. Il faut aussi qu'on fasse attention à l'information qui est amenée aux personnes. Les gens avec qui je discute disent, oui, avec 1 000 €, on monte quasiment une usine là-bas. On a plus de contraintes là-bas qu'ici pour la mise en place. La mise en place d'entreprise, c'est rapide, mais obtenir tout ce qu'il faut derrière, c'est chaud. Quand on va en Côte d'Ivoire, c'est pas moins cher. Certains aspects, c'est beaucoup plus cher en termes de loyer en co. La mise en place d'opérations, les taxes. Les taxes, les douanes. Les douanes, c'est pas une science exacte. Vous pouvez vous retrouver dans le cas des cosmétiques, ça c'était le cas du Sénégal. On arrive et on sait qu'on a grosso merdo 40% de taxes. Et un jour on arrive, ils nous mettent 80%. On se dit mais ça a changé. 80% écrit ou 80%... Il dit non mais le gars répond, il me répond oui mais le gouvernement a besoin d'argent. Donc sur le moment, mais passez le rire. Ouais. Lui il rigole pas parce qu'il sait qu'il a vos produits sous la main. Et ce jour-là, j'avais dit qu'à 80%, moi je m'en sors pas autant qu'il garde les produits. Il nous a rappelé 24 heures après en disant bon, parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait justifier que le marché, mais c'est une réalité différente. Effectivement, il y a des opérations main propres en Côte d'Ivoire, ce qui est puissant. On ne permet pas que une petite remarque à côté. J'ai différé le projet. J'étais je suis toujours, mais j'ai différé dans le temps, un projet pour la livraison de nourriture, très simplement par les restaurants et autres. Ah oui, on en avait pas. Et ça s'appelle Digital Food. Et quand je faisais mon business plan, je rencontre la personne qui devait s'en occuper sur Abidjan, enfin Cocody, et qui me dit, Woody, il y a un problème dans les chiffres. Je dis, ah bon, quel ordre data? Il me dit, il faut mettre un 10% à 15%. À revoir, je dis pourquoi. Il me dit parce que des fois, il y a des militaires, des personnes qui interceptent les livreurs de pizza sur la route, voilà, et qui disent très simplement, sans raquette, sans truc, de déposer la pizza là et de repartir. Donc il faut rentrer une part des commandes qui sont gardées. Il faut repartir chercher, ou sinon il faut partir avec une pizza en plus. Voilà, c'est ça. Donc il y a des aspects. Pour 6 pizzas commandées, il faut 7. Voilà, 7 pizzas. Donc je suis pas en train de dire il faut pas le faire, il faut le faire, mais il faut intégrer les choses là-dedans. Donc et je trouve que c'est un beau terrain, l'Afrique de l'Ouest. Enfin, pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Il y a d'autres parties, parce que c'est premiers endroits. Il y a les liens et c'est francophone. C'est francophone. C'est plus simple. C'est francophone et ils ont basé leur comptabilité et autres sur le système français. Voilà, système français. Donc on se retrouve un peu là-dessus. Même Madagascar et on retrouve aussi la même logique. Donc voilà. J'étais sur la partie Afrique de l'Ouest en termes d'opportunités business. Moi, je vois les Antilles, les gens qui ont des business qui potentiellement peuvent se développer là-bas, c'est l'Eldorado. Tu vois. Tous les gens là que je peux rencontrer qui nous disent je suis un peu sûr, j'en peux plus ici, c'est compliqué. Tout le monde te dit Afrique de l'Ouest, Bénin, Abidjan, etc., Togo, etc. Est-ce qu'on a un vrai terrain de jeu là-bas et est-ce qu'on a une vraie valeur ajoutée et peut-être même facilité en tant que Guadeloupéen, Antillais, Caribéen à bosser sur ces territoires-là? Je vais refroidir certains, te dire que c'est pas l'Eldorado. C'est pas l'Eldorado. Il y a des potentialités de développement, c'est sûr. Dans nos domaines, il y a vraiment quelque chose parce que le plus de l'Afrique
de manière générale, c'est que les gens étant sous-bancarisés, il y a des zones où c'est 5-6% des personnes qui ont un compte bancaire, l'Internet et les développements, les outils ont permis d'aller beaucoup plus rapidement dans un certain nombre de développements. Maintenant, passer ça et d'autres outils qui sont mis en place, les contraintes en termes juridiques sont très importantes. Et il y a des endroits où, si vous voulez, ça dépend qui est, si c'est votre client, si vous êtes en B2C, personne physique, vous arrivez avec un produit, vos produits, vous pouvez passer à côté pour venir avec un produit de marque et de qualité. Vous avez le produit, entre guillemets, chinois qui est sur le marché, qui aura beaucoup plus de succès que vous, alors que vous avez déjà prouvé par A plus B que il est nocif, qu'il est peu cher, donc il va pas durer, qu'il répond pas à la demande et autres. Donc, il faut attaquer ça de manière différente, et il faut attaquer ça comme nous on attaque notre propre pays, en fait. C'est-à-dire que se dire que se regrouper, faire ensemble, en regardant quelles sont les différentes composantes financières et autres, comment on arrivera pour le temps qu'on va rester. Parce que il y a fort à parier que la majorité des personnes qui vous disent que c'est l'Eldorado là, l'année prochaine seront de retour. Ou passeront je vais pas passer en étant négatif, pas du tout, parce que je connais des gens qui tournent quand même pas trop mal. Mais eux, ils ont attaqué ça comme tout en doit, sans mettre de leur tête que tout sera facilité. En plus, nous, on n'est pas arrivé dans le pays et on connaît tout, la personne du pays ne connaît rien. Elle est déjà confrontée à, elle est en lien avec, où vous arrivez, si vous venez de l'extérieur. Il peut y avoir des a priori. Notre manière même de nous adresser et d'échanger peut être aussi négative, parce que on peut arriver là en pensant que c'est pas possible, ils n'ont pas attendu. Dans cette zone-là, le pays qui se développe le plus dans la zone ouest, c'est Côte d'Ivoire. Là, tout le monde, en ce moment, tout le monde veut y aller, tout le monde veut y être. Je pense qu'il faut faire d'autant plus attention, parce que c'est pas possible comme ça. Il faut, en plus, même s'il y a des réflexions qui sont faites en termes de déplacement, c'est la croix et la bannière quand même. Vous allez, on va sur Paris, on prend l'avion, et quand il y a de la durée, c'est long. On fait Paris, Abidjan, je sais pas des bêtises, c'est aussi 46 heures. Ouais, c'est quasiment aussi long. Voilà, c'est ça. Et tu te rends compte, alors que tu vois la carte qui est pas à l'échelle, tu te dis c'est tout près. Non. Comme moi je faisais Madagascar, j'arrive à Paris, j'ai 13 heures d'avion, arrivé avec des heures particulières pour venir tout à l'heure à comment on doit s'arranger à terme familial et autres, c'est pas évident. Donc, pour répondre précisément à la question, faut pas voir ça comme un Eldorado, faut voir ça comme étant une suite à mettre en place avec des liens, avec des personnes de telle zone. Mais il y a fort à parier, c'est plus contraignant parce que c'est pas la même langue, que le développement serait plus important sur la partie anglophone. Mais nous, par définition, la partie francophone a déjà un principal problème sur le franc CFA. Parce que, pas que je mette en avant, non. Du point de vue purement économique, si c'était une monnaie rattachée à, la monnaie serait beaucoup plus faible, ce qui permettrait le développement beaucoup plus important. Le franc CFA, ça revient cher par rapport à la réalité économique donc des choses qu'on verrait pas, parce que nous dans notre tête on va comparer des choses, dire là c'est moins cher, la ressource humaine à niveau équivalent il y a 4 ans au Sénégal j'avais à peu près les mêmes salaires qu'en Côte d'Ivoire. Maintenant la Côte d'Ivoire est beaucoup plus chère et le code du travail est beaucoup plus contraignant. Quand vous avez, nous on a la TVA en Côte d'Ivoire, vous avez 20% du montant rentré tous les mois, il faut payer, c'est très contraignant derrière. D'accord. Donc quand vous voyez tout ça mis bout à bout, si on est dans une logique, on a appréhendé ça et on y va en mettant en place des partenariats, ça vaut le coup. Mais si on y va comme ça, la fleur au fusil, comme font certains, bon, on verra la suite, mais c'est... Ok. Merci pour ton retour transparent et précis. On a fait, je pense, déjà 1h20, un truc comme ça. Ah, 1h combien 1h30. Voilà. Moi, j'aurais bien continué encore. Oui, moi aussi. Mais la technique nous rappelle la réalité. m'a signalé, voilà, que ça va devenir trop long, on va perdre trop d'auditeurs. Ouais. On pourra faire un autre épisode, effectivement. Juste pour clôturer sur Guadeloupe 2030, déjà, merci à nouveau, Windy Maréchaux, de ta présence et de tout ce partage d'expérience.
Et juste pour finir, voilà, sur Guadeloupe 2030, comment on peut compter sur toi d'une façon ou d'une autre pour participer justement à cette construction de Guadeloupe 2030? Est-ce que, je sais pas, ça peut être par du réseau? Est-ce que ça peut être par d'autres contributions? Est-ce que ça peut être par éventuellement de l'accompagnement, je sais pas, d'entrepreneurs d'une façon ou d'une autre, ou pas forcément entrepreneurs, parce que c'est pas que des entrepreneurs qui vont construire le pays. Mais comment toi tu te vois en termes d'implication sur cette vision Guadeloupe 2030? Alors complètement, d'autant plus que je pense au moment où on a parlé, ne serait-ce que ma fille même qui débute, je vais la mettre en lien par rapport à, parce que l'idée pour moi, au-delà du fait même, c'est quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, c'est primordial pour la suite. Donc il faut déjà qu'on puisse s'arranger, que tout le monde comprenne ce qui est en jeu là et voir comment on met en place. Donc, pour répondre à ta question, complet. On verra, toi et moi, les voies et moyens. On a déjà commencé à échanger avec des personnes aussi qui sont sur l'extérieur, avec qui on va travailler. Et pour préparer nos enfants il faut que dès le début, on puisse les loquer à. Une petite remarque, j'ai des amis ils vont m'appeler quand ils verront après. Il y a beaucoup de clubs services ici. Il y a énormément de clubs services, ça se développe, on aide ceci, cela, C'est bien, c'est-à-dire qu'on apporte, on aide, je suis pas très fort, on aide, il y a beaucoup d'amis qui me disent, mais pourquoi tu participes pas? Pourquoi? Parce que, concrètement, je vois des réalisations, mais là, je pense que dans le cas de ce projet, en plus 2030, c'est demain, il faut qu'on se mette ensemble, mais de manière constructive. C'est-à-dire que là, il en va de notre développement futur et du développement avec nos enfants et en ouverture avec l'extérieur. Parce que ça n'ira pas en s'arrangeant, l'Europe en co. Et dans la Caraïbe, là où on bombe le torse, il y a fort à parier que dans quelques années, tout le monde, on nous regarde certaines fois en rigolant. Ils rigoleront moins, ou en tout cas, ils seront en tout échange avec nous à partir du moment où on aura appréhendé ça par ce dont on parle là, c'est-à-dire la mise en place de liens, de développement et autres. Mais si on reste comme on voit très bien la suite, on va tout de suite être mis de côté et on va nous rappeler qu'à certains moments, on faisait un peu les malins en pensant qu'on était plus riche qu'eux, en fait. Donc, je réponds directement sans problème pour la suite. Et en tout cas, c'est moi qui te remercie, qui vous remercie, parce que il y a un gros travail qui a été fait et je sais en plus que en période de contrainte par rapport à une réalité donc c'est ça l'entrepreneuriat, quelqu'un qui prend des coups de côté et qui construit en même temps quelque chose. Et les gens qui regardent te disent mais non, c'est pas d'être tant coup qui ça. Tous ceux qui connaissent, ils savent il y a des cours qui sont pris, mais le cerveau est divisé en plusieurs parties. Comment penser les plaies, comment préparer la suite, comment informer, et ça c'est on a besoin en fait de ça pour la suite. Donc voilà. Merci d'avoir pris le temps. Merci. À très vite. Ok. À très vite. À très vite, la caméra.